Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci vivement d'être là ce soir pour les dialogues du Quai Branly, Afrique centrale, archéologie tropicale. C'est ce qui nous réunit ce soir. C'est un immense plaisir, une fois encore, de se retrouver au Quai Branly pour ces dialogues. C'est exceptionnel, hein. Alors, si vous avez loupé la dernière fois sur l'Amazonie, c'est dommage, parce que c'était génial. C'était absolument fou. Mais un jour, vous allez voir, ces séances des dialogues vont être mises en ligne, en podcast, et c'était sensationnel. Mais la volonté, vraiment, c'était de pouvoir traverser ces mondes en réalité si peu connus, et rien de tel que d'avoir des spécialistes. Et ce soir, pour échanger autour de l'Afrique centrale, archéologie tropicale, Pascal Lend et Geoffroy de Saulieu qui arrivent tout de suite avec Pascal Lend, qui est archéologue à l'université de Yaoundé. Je vous en prie, Pascal, installez-vous. Et Geoffroy de Saulieu, archéologue également, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Bonsoir, Pascal. Oh, bonsoir, Javier. Bonsoir, Geoffroy. Mbolo, ouais. Très bien. Alors, avec Mbolo, on est Gabon. Sud de Cameroun et Nord Gabon. Voilà, Sud Cameroun, Mbolo. Dans cette histoire qui nous intéresse, merci d'ailleurs Geoffroy de commencer par un peu de géographie, parce que moi, il me faut situer un peu là où nous nous trouvons quand nous parlons d'Afrique centrale, d'archéologie tropicale, les pays aujourd'hui concernés. Donc Gabon, alors, Cameroun, oui. République centrafricaine, Congo, et les deux Congos, Ouais. la Guinée équatoriale. Si on veut parler de fleuves, La Sanaga, le Congo, la Sanga, ce sont les trois principaux. Et l'Ogooué, enfin. Le Gou aussi au milieu, au Gabon, oui, ça pourrait. dans cette histoire qui nous intéresse, moi, je suis absolument fasciné par l'idée de faire de l'archéologie dans un espace tropical. Parce que quand je me projette, j'imagine des espaces extrêmement boisés, des espaces où le végétal dévore tout, ne laisse pas de traces. Dites-nous, Pascal, tout de suite, pour nous rassurer, en fait, l'Afrique est riche de traces archéologiques. Oui, l'Afrique est riche de traces archéologiques, mais il faut un peu replacer le contexte. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a cru que la zone tropicale était inaccessible, inhabitée, elle était dangereuse, qu'elle était hostile. Mais on a constaté que dans cet environnement où il y a la densité de la forêt, des gens y ont vécu. Des gens se sont sédentarisés. Les gens ont été d'abord chasseurs-cueilleurs, ils se sont sédentarisés et ils ont adopté à certains moments une économie de production. C'est-à-dire qu'ils ont produit la céramique, ils ont produit la nourriture. Donc, en fait, quand on va du Cameroun jusqu'au Congo, il y a énormément de sites archéologiques qui attestent de cela. Et c'est très important de le souligner parce que l'idée, puisque nous parlons de forêt, l'idée qu'elle puisse être vierge, vide de vie, c'est une erreur magistrale. C'est très important parce qu'on saisit combien, l'histoire c'est ce qui nous réunit tous aujourd'hui, combien cette idée fausse a été un argument utilisé aussi pour complètement oublier cette zone. Geoffroy, dans le regard porté aujourd'hui par les archéologues, il y a la volonté de déconstruire complètement cette idée d'une forêt vierge. Elle n'est pas vierge. Tout à fait. En plus, le terme est assez déplaisant, je trouve. Et c'est oublié que quand les premiers voyageurs européens sont arrivés dans la région, il y avait plein de villages qui vivaient, qui s'étaient installés dans ces régions boisées. Mais je voudrais, puisqu'on a abordé un tout petit peu au début la question des paysages, on parle de forêt tropicale, mais cette forêt du bassin du Congo, ça n'est pas que de la forêt. Elle est beaucoup plus diversifiée. Et il y a de la savane, il y a des zones de forêt sèche, des forêts de Saint-Père-Virinte, donc beaucoup plus humides. Il y a toute une grande diversité. Et ces populations vivent dans tous ces paysages en s'adaptant localement, mais ce sont quasiment les mêmes civilisations qui s'adaptent à chacun de ces types de végétation. Donc non, ce ne sont pas des régions vierges du tout, c'est des régions
ou si l'homme habitait, c'est vraiment l'endroit où l'homme a été présent depuis le plus de temps sur la planète Terre, puisqu'il ne faut pas oublier que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Donc non, l'Afrique centrale n'est pas une forêt vierge. Alors moi, je vais un tout petit peu plus loin. Maintenant qu'on sait que ce n'est pas une forêt vierge, il y a une autre idée qui arrive souvent. C'est d'accord, elle est habitée. Mais ces populations-là n'ont jamais évolué. C'est-à-dire cette idée qu'on a des populations figées dans le temps, dans un passé. Et l'archéologie, là, nous montre des chronologies, des évolutions. Pascal, c'est ce que l'on voit aussi, et j'imagine que c'est bien difficile de construire ces chronologies, tout le travail est à faire, mais par le regard porté par l'archéologue sur cette histoire-là, on arrive à identifier l'évolution. En tout cas, elle est évidente, l'évolution. En fait, je pense qu'il y a une évolution de la culture matérielle. C'est-à-dire qu'en gros, ça commence autour de 650 000 ans. De 650 000 à 300 000 ans, on a ce qu'on appelle l'âge de la pierre ancien, Early Stone Age, c'est qui est l'équivalent ici en Europe du paléolithique inférieur. D'accord. 650 000 à environ 320 000 ans. Et après, on a de 320 000 ans à 50 000 ans. C'est le Middle Stone Age, c'est ce qu'on appelle ici le paléolithique moyen. Et enfin, on a de 50 000 ans à 10 000 ans, ce qu'on appelle le paléolithique supérieur ici. En Afrique centrale, c'est ce qu'on appelle le Late Stone Age. C'est un peu cette évolution-là. Et après, maintenant, on a de 10 000 ans à 3 000 ans, on a le passage léger de l'âge de la pierre vers le néolithique. Ça suit en fait ça suit un schéma... vers 3 000 ans. On a jusqu'à 3 000 ans, on a le passage vers le néolithique. Et à partir de 3 000, entre 3 000 et 2 800, on a l'adoption de la métallurgie, c'est-à-dire le fer. Il y a la connaissance de la poterie. Donc c'est chronologiquement qu'il y a une culture matérielle. Et cette culture matérielle, elle se poursuit parce que là aussi, toujours dans l'idée que nous avons des populations qui seraient figées dans un univers néolithique, ça c'est quelque chose qui a longtemps été porté, on sait bien la force idéologique de ces discours-là. Mais ce que l'on peut voir, Geoffroy, c'est que toujours par la suite, il n'y a pas de société figée, ce sont des sociétés en échange, des sociétés en mouvement. Tout à fait. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Pascal. Cette chronologie est une chronologie qui finalement ressemble beaucoup à celle d'autres parties du monde. Ce qui montre bien que l'histoire de l'Afrique n'est pas l'histoire d'une île qui est séparée du monde. Par exemple, la métallurgie du fer a été inventée en Afrique centrale et généralisée en Afrique centrale au même moment qu'en Europe occidentale, voire même peut-être avant. On n'est pas encore tout à fait sûr. Ce qui montre bien qu'on n'a pas du tout affaire à une ère culturelle qui serait à la dérive, loin des centres nucléaires de la civilisation mondiale. Non, on n'est pas du tout dans cette perspective. Et des sociétés d'échange. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là aussi, parce que l'idée de sociétés tribales qui vivent sur un territoire bien délimité, c'est aussi quelque chose que l'on peut en mettre en cause. Alors, les échanges, ils sont toujours très difficiles à percevoir, mais quand même, ils existent. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais bien savoir, parce que vraiment, vous êtes un peu plus calé peut-être, mais moi, je suis extrêmement néophyte. Nous parlons de gens, de population, mais de quelle population parlons-nous ? Parce que, oui, je vous vois Pascal, là, c'est pas facile. Donc, est-ce qu'on arrive à donner des noms aux civilisations, aux populations qui habitent dans cette Afrique centrale, dans cette forêt tropicale ? Je pense qu'il faut faire une clarification. C'est-à-dire que moi, archéologue, je ne peux pas donner de nom aux vestiges, à la culture matérielle. Vous vous imaginez, si je dis qu'il y a de la poterie qui date de 3000 ans et que je la colle à un peuple, à une communauté. Je pense que ça va devenir idéologique. Dans cette région-là, en fait, la communauté va estimer qu'elle est la plus ancienne de la région. Donc, il faut éviter de lier la culture matérielle aux communautés. C'est-à-dire qu'à ces périodes-là, c'est assez difficile. Mais au niveau de la circulation de la culture matérielle, on peut notamment penser qu'il y a eu des échanges. Je prends le cas précis, par exemple, de la céramique. On a une céramique, par exemple, une culture céramique qui a été mise en évidence dans la région de Yaoundé, au centre du Cameroun. Et
Et quand on l'étudie, on constate qu'elle va jusqu'au centre du Gabon. Elle va sur la côte camerounaise. Il y a une circulation d'un type de culture céramique, en fait. Mais maintenant, est-ce qu'on doit accoler ça à une communauté précise? Non. On met le terme générique, en fait, Bantou. Bantou. Oui, mais dans Bantou, il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs tribus. Geoffroy, si on vous demande, les Bantous, qui sont-ils? Qu'est-ce que vous répondez? Alors, les Bantous, c'est un sujet aussi délicat que les Indo-Européens dans l'archéologie européenne. En fait, comme pour la question indo-européenne, au départ, c'est un phénomène linguistique construit par des linguistes historiques, donc des gens qui sont spécialisés dans l'histoire et l'évolution des langues anciennes. Le seul problème, c'est que, contrairement au monde euro-méditerranéen, où on a des langues anciennes écrites très tôt, comme le hittite, par exemple, qui donne un focus sur un état d'une des langues indo-européennes très anciens. En Afrique centrale, on n'a pas ça, on n'a pas accès à des langues bantoues très anciennes. Donc on est dans un univers de reconstitution, de reconstruction scientifique, qui est comme un château de cartes, comme un échafaudage qui tient en équilibre, et dont le pilier central, c'est la reconstitution linguistique. Cependant, il y a eu de grandes percées scientifiques ces dernières années. L'Institut Pasteur, par exemple, a permis ces grandes avancées, par exemple sur le plan génétique. Et on s'est rendu compte que les ancêtres des locuteurs de langue bantoue actuelle descendent également d'une population ancestrale. Un peu comme ce dont on s'est plus ou moins rendu compte sur certains apports culturels dans la proto-histoire européenne. On sait qu'il y a un influx de l'Est de l'Europe à un moment qui est décisif et qui est peut-être en lien avec le phénomène linguistique indo-européen. Eh bien, chez les Bantous, on a quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. On sait qu'il y a probablement une population ancestrale qui est à l'origine des locuteurs actuels. Mais on a encore beaucoup de travail pour savoir comment ils se sont répandus. En plus, ça n'a pas été une diffusion constante. Il y a eu des allées, des venues et probablement des mélanges et également des bottlenecks, des réductions de population à certaines périodes. Moi, je pense qu'il faudrait clarifier quelque chose. Là, quand on parle de Bantou, là, prononcer le terme langue, ça concerne la linguistique. C'est d'où l'intérêt de l'interdisciplinarité. Parce que là, on parle de linguistique, et à un moment, je vous ai parlé de culture matérielle bantou. Donc, en fait, c'est un peu un raisonnement circulaire. C'est-à-dire que les linguistes estiment que, traditionnellement, le foyer des langues bantoues, c'est au nord-ouest du Cameroun, à la frontière Nigeria-Cameroun. Et qu'est-ce que les archéologues ont fait pour tester cette hypothèse-là? Ils ont recherché les sites dans ces zones-là. Et quand ils parlent de distribution de ces langues-là, il y a 2 ou 3 courants, c'est-à-dire les Bantous sont partis du nord-ouest du Cameroun, frontière Nigeria-Cameroun. Ils ont dû peut-être passer par le littoral du Cameroun, ils ont dû peut-être passer au centre du Cameroun, ils ont dû passer peut-être dans le bassin de la Sanga. Donc, qu'est-ce que les archéologues font? Ils testent ces hypothèses-là. C'est à un moment l'objet de mes recherches, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur le littoral du Cameroun, d'autres ont travaillé sur le centre du Cameroun et d'autres ont travaillé dans le bassin de la Sanga. C'est-à-dire qu'on utilise les données de la linguistique, on essaie de confirmer ou bien d'infirmer les hypothèses de la linguistique à travers des données archéologiques. Ce serait un rêve de pouvoir tout faire correspondre de manière précise. On sait bien. Justement, j'ai une histoire à vous raconter, Xavier. On a voulu vérifier cette hypothèse et il se trouve qu'un grand archéologue belge avait fait des fouilles dans les années 90 au nord-ouest du Cameroun dans le foyer supposé des langues bantoues. Et il avait trouvé, ce sont des fouilles très remarquables et en plus bien publiées, il avait trouvé des squelettes dont ils ont fait l'analyse ADN assez récemment, dans les années 2020, ça a été publié je crois en 2022. Et patatras, le génome de ces squelettes, qui correspondent pourtant chronologiquement à l'idée qu'on se faisait d'une expansion bantoue, eh ben, ce génome n'est pas bantou. C'est-à-dire que ce ne sont pas les ancêtres des locuteurs bantous. Donc,
quand je parlais de château de cartes, on est vraiment dans cette perspective, et Pascal avait raison d'insister sur le fait qu'on a des idées, des hypothèses, on les teste, on voit si ça marche pas, ou s'il y a de nouvelles données, ben on retire nos billes et on recommence. D'après ce que je comprends, et vous me corrigez si je dis une bêtise, les populations bantoues, les bantous sont arrivés à un moment. Il y a comme un déplacement, une diffusion, mais qui était là avant. Il y avait d'autres populations. Très bonne question. En fait, c'est là où ce que Geoffroy dit est intéressant. C'est-à-dire que dans le nord-ouest du Cameroun, dans le foyer des Bantous, on constate qu'il y a des populations qui ne sont pas Bantous, qui semblent être pygmoïdes, qui ont une ressemblance avec les Pygmées, mais qui n'ont rien à voir avec les Pygmées. Donc, ils sont antérieurs aux Bantous. Donc, c'est en discussion. Qui était là avant les Bantous, on ne saurait réellement dire. C'est comme l'autre question, même s'il y avait des Bantous, même s'il y en avait des preuves, d'où viennent-ils en fait? Ils viennent d'où pour se retrouver là au niveau de la frontière Nigeria-Cameroun? Donc en fait, ce sont des questions qui restent en suspens, quoi. Et c'est ça d'ailleurs qui est passionnant, c'est la complexité, la non-réponse aussi qui est passionnante, la recherche. La question des populations pré-bantoues, c'est vraiment une question qu'on est en train d'essayer de pousser dans nos fouilles au Gabon, puisqu'on a une grotte qui s'appelle Yumbidi, dans laquelle on a une stratigraphie sur 10 000 ans. Et quand on compare le matériel archéologique, et d'ailleurs, j'ai Marie-Josée Anguezogo qui fait sa thèse sur Yumbidi, que l'on voit en photo là, a commencé à comparer le matériel qu'on trouve dans cette grotte à d'autres régions du bassin du Congo. Et on se rend compte que finalement, à la fin du Late Stone Age, c'est-à-dire de l'âge de la pierre ancienne, on a quand même des spécialisations régionales. Et si on met en corrélation cette observation sur le matériel archéologique avec les données génétiques de la grotte dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Shumlaka, on a l'impression qu'il y avait une mosaïque de population, une diversité génétique qui a été complètement effacée par la suite par le phénomène que l'on appelle, évidemment, avec des guillemets, le phénomène bantou. Ouais, ce phénomène bantou. Et puis, Pascal, vous avez évoqué les pygmées, parce que là aussi, il faut clarifier les choses, vu que les pygmées sont regardés par les scientifiques, les spécialistes, et de plein de manières. Vous avez parlé d'interdisciplinarité, mais bien sûr, il y a l'ADN, il y a le langage, il y a plein de choses, et puis après, il y a tous les fantasmes qu'on a autour de toutes ces populations. La lecture sans doute erroné de dire les pygmées étaient là, puis les bantous sont arrivés. Est-ce que c'est quelque chose que l'on doit complètement rejeter, ou est-ce qu'il y a un peu de vrai là-dedans? Moi, je pense qu'il faut remonter à 70 000 ans. Qu'à 70 000 ans, il y a une connexion entre les deux. Moi, je pense que c'est un peu ça. Les pygmées n'ont pas toujours été isolés des bantous. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été proches. Et je pense qu'ils ont toujours été proches au niveau de ce que je peux appeler une forme de spécialisation. C'est-à-dire que les pygmées étaient des chasseurs, cueilleurs. Ça signifie que les bantous qui étaient à côté d'eux avaient besoin des produits des pygmées. Donc les pygmées étaient utilisés par les bantous, par exemple, pour les produits de chasse. Donc ils ont toujours été, à mon avis, côte à côte. Ils n'ont jamais été loin, quoi. Mais je pense que cette rencontre devrait remonter environ à 70 000 ans, à mon avis. C'est un peu ce que je pense. Mais sur les pygmées? Alors, si je me souviens bien, parce que je ne suis pas généticien, hein, mais il me semble que donc, les ancêtres des pygmées et les ancêtres des bantous, donc à l'époque, tout le monde était chasseur-cueilleur, se sont séparés. Et ils se sont ensuite diversifiés. Donc, effectivement, les ancêtres des Bantous et les ancêtres des Pygmées, à peu près il y a 70 000 ans, se séparent. Et après, il y a une diversification des populations pygmées. Il y a un groupe qui est plutôt oriental et un groupe qui est plutôt occidental. Ils se séparent il y a 20 000 ans, donc à une époque où, au niveau du climat mondial, on est dans le late glacial maximum, donc le moment où le plus froid et le plus sec
de l'âge glaciaire, et probablement il y a des discontinuités du paysage qui fait que ces deux populations commencent à diverger génétiquement. Et ce qui est très intéressant, c'est que les pygmées de l'Ouest et les Bantous ne vont se rencontrer que très tardivement, c'est-à-dire qu'ils vont se rencontrer bien après le début de l'expansion des Bantous. Ils commencent à échanger à avoir des liens matrimoniaux seulement au Moyen-Âge, vers à peu près il y a 800 ans, 1000 ans. Et on ne sait pas pourquoi ça a pris autant de temps que ces populations aient des croisements. Donc on ne sait pas si les groupes pygmées de l'Ouest étaient exactement à l'endroit où on les trouve aujourd'hui. Très probablement, il y a eu plein d'épisodes qu'il nous manque pour reconstituer le puzzle. Et justement, c'est le travail des archéologues que vous êtes, essayer de reconstituer ce puzzle gigantesque. Avec cette grotte-là que nous voyons, nous sommes donc au Gabon. Une datation autour de l'occupation d'un site comme celui-là? Alors, la date la plus ancienne, c'est 24 000 ans, mais c'est probablement une date relativement tardive parce qu'on la trouve associée à un matériel qui est très archaïque, qui est tout au fond du remplissage. Et là, les sédiments qu'on voit, là, ce remplissage de terre, est comme un enregistrement des occupations humaines sur 10 000 ans. Et donc, sur 10 000 ans, on a à peu près 1,70 m de sédiments très fins, avec des objets bien conservés et parfaitement stratifiés, avec des couches bien individualisées. Si bien qu'on peut faire des analyses assez fines qu'on a commencé. On essaye aussi des nouvelles méthodologies. C'est vraiment le site idéal pour essayer. C'est un front de science et on essaye de pousser les analyses pour essayer de percer justement ces limites qui nous interdisent de pouvoir reconstituer ces fameux épisodes manquants. Mais par exemple, sur un site comme celui-là, est-ce qu'il est possible d'imaginer quelle population vivait là? Par exemple, Pygmées, Bantous, ça c'est... il y a des pistes de réflexion? Alors, archéologiquement, on ne peut pas le savoir, mais par exemple, on a travaillé avec un généticien de l'université d'Yale et qui est lui-même gabonais, qui s'appelle Diendo Massilani, qui est spécialiste de l'ADN fossile conservé dans les sédiments. Donc il est venu faire des prélèvements dans la grotte de Yumbidi pour voir si on pouvait retrouver des traces génétiques des habitants. Malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas fonctionné parce que les méthodes qui marchent, par exemple, dans la grotte de Denisova en Sibérie, ne marchent pas forcément en plein milieu de la forêt tropicale humide et chaude du Gabon. Mais on espère trouver des restes humains, et notamment des dents. Et dans les racines dentaires, on a l'espoir un jour de retrouver des fragments d'ADN suffisamment longs pour savoir si on a quel type de population on a affaire. Est-ce qu'on a des populations un peu comme à Shumlaka qui sont apparentées aux pygmées sans être leurs ancêtres véritables, ou est-ce qu'on a affaire à d'autres populations dont on n'a absolument aucune idée aujourd'hui? C'est tout à fait possible. L'avenir nous le dira. Alors, pas de traces liées à des restes humains, mais malgré tout, vous avez trouvé autre chose, et notamment des pierres taillées. Ça veut dire qu'ici, nous sommes avec des chasseurs-cueilleurs? On peut l'imaginer ainsi? Alors, on est avec des chasseurs-cueilleurs, mais ces chasseurs-cueilleurs, je vous donne un scoop, Xavier, ces chasseurs-cueilleurs sont en plein processus d'invention de l'agriculture. Cet été, on a trouvé un fragment de poterie dans une couche extrêmement ancienne. Et l'archéobotaniste Louis Champion a fait un énorme travail de mesure de certaines graines dont on sait qu'elles étaient la base de l'alimentation de l'époque. Et il s'est rendu compte qu'il y avait probablement des processus de domestication de certaines variétés forestières qui étaient en cours dès le 5e, 6e millénaire avant notre ère. Donc on a affaire à une société qui est encore chasseur-cueilleur, mais qui est en train d'inventer un nouveau mode de vie. Et c'est ça qui est vraiment passionnant dans vos travaux, c'est de voir ici comment nos représentations de ces périodes anciennes ne correspondent pas pour la zone tropicale, au sens où nous imaginons l'agriculture avec de l'irrigation, un champ,
on met des petites graines, ça pousse, on est heureux. Non, parce que nous sommes dans une forêt tropicale. Mais ça ne veut pas dire que dans la forêt, il n'y a pas d'agriculture. C'est ça qui est aussi important, de se dire que des chasseurs-cueilleurs peuvent avoir des actions qui vont transformer le paysage pour simplement obtenir ce qu'ils ont besoin pour vivre. C'est cette complexité-là qu'il faut mettre au-delà simplement de chasseurs-cueilleurs. Oh, par hasard, j'ai trouvé un manguier, je suis content. Non, on sait où est le manguier parce que c'est peut-être qu'on l'a planté. Oui, mais le problème qui se pose, j'aimerais revenir sur l'image de la grotte de Yumbidi. Parce que ce qu'il faut dire, là on a le cas typique de la préservation des sites archéologiques. Parce que quand vous voyez tout ce que Geoffroy a dit, on peut avoir ces éléments parce qu'on a des bonnes conditions de préservation. On est dans un abri sous roche. Alors que d'habitude, en Afrique tropicale, en Afrique centrale, les sites sont de plein air. Donc il y a les mauvaises conditions de préservation. C'est pour cela que des données exceptionnelles sont toujours obtenues, la plupart du temps, soit dans les grottes, soit dans les abris. Et c'est très rare de trouver cela. Donc, c'est ce que je voulais préciser par rapport à ce que Geoffroy a dit. C'est pour ça que quand on parle de Choumlaka, par exemple, au Cameroun, dans la zone du foyer Bantou, c'est un abri sous roche. Quand on parle de Yumbidi, c'est un abri sous roche. La plupart du temps, les sites de plein air, c'est compliqué au niveau de la préservation. C'est-à-dire, Pascal, qu'il y a une spécificité de l'archéologie en zone tropicale, au sens où le climat tropical n'est pas favorable à la conservation et que les sols eux-mêmes, ne serait-ce que par les conditions météorologiques, sont vite délavés et que les traces laissées par les humains peuvent disparaître très vite. Donc il nous faut des abris, il n'y en a pas oui, ça. Et effectivement, parce qu'on est dans une zone où le taux d'humidité est entre 70 et 80%. On est dans une zone où le potentiel hydrogène, le pH du sol est acide, il est largement à moins de 7. Donc, il garde mal la matière organique. Tout est presque détruit. Donc, il faudrait des abris sous roche où on espère qu'il y a une bonne conservation. Et maintenant, quand on parle de l'agriculture, c'est ce genre de sites qui peuvent permettre de faire intervenir, parce qu'on parle d'agriculture, on fait intervenir d'autres sciences. Encore interdisciplinarité. On fait intervenir d'autres sciences, on fait intervenir des pédologues, on fait intervenir des géochimistes qui vont étudier les sols pour essayer de voir si ces sols-là ont vu l'impact de l'homme sur l'environnement et sur la forêt. Oui, parce que la forêt elle-même est une trace archéologique. Absolument. Oui. C'est Geoffroy, quand on regarde la forêt, bien sûr, nous imaginons tous ces arbres en se disant, mais ils sont arrivés là parce que c'est ainsi, c'est la forêt. Or, quand on étudie d'une autre manière la forêt, on peut apprendre beaucoup de choses avec là, la possibilité de trouver des réponses alors qu'il y a des limites en zone tropicale. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette forêt ? Eh bien, en fait, elle confirme ce que tu disais juste avant sur l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas forcément des champs avec des canaux d'irrigation. L'agriculture tropicale est quelque chose de très subtil, de multiforme, et elle a commencé par des formes qui sont quasiment impossibles à trouver archéologiquement. Ça a commencé par des cueillettes spécialisées de racines sauvages ou de fruits sylvestres, et c'est en faisant ces cueillettes systématiques que petit à petit il y a eu des sélections. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a eu également de la mise en culture de plantes qui n'ont jamais été domestiquées. C'est-à-dire qu'il y a des plantes tropicales qui sont extrêmement productives d'elles-mêmes et qui n'ont pas besoin de sélection pour être des plantes, des staple foods, comme on dit en anglais, des clés de base de l'alimentation. Et donc, quand il y a de la mise en culture de ce type de plantes, évidemment, ça ne laisse de traces archéologiques que très équivoques, parce que rien ne prouve qu'une plante dont le génome n'a pas été modifié, qu'elle a été réellement cultivée. Même si l'ethnologie nous montre aujourd'hui des cas contraires. Et c'est pour ça qu'il faut donc inventer des nouvelles méthodes et observer le paysage différemment. Quand tu dis que la forêt est un vestige en lui-même, c'est totalement vrai. Imaginez par exemple que vous êtes un agriculteur en forêt.
vous voulez planter, alors aujourd'hui on plante du maïs par exemple et des bananiers, donc on va couper une parcelle de forêt, on va la laisser sécher 3 semaines avant de la brûler, exactement comme en Amazonie, comme je suppose l'a décrit Stéphane la dernière fois. Stéphane Rostin, oui. Et on va planter ces affaires. Mais ça demande beaucoup de travail de désosser une portion forestière. Et donc, qu'est-ce que font les agriculteurs ? Ils gardent les arbres utiles. Ils vont garder les arbres fruitiers, les palmiers, etc. Et cette sélection des arbres utiles sur des dizaines de siècles, sur des milliers d'années, a un effet cumulatif sur la structure de la forêt. On parle des arbres fruitiers, mais on pourrait également le dire pour les plantes alimentaires comme l'igname, qui est une racine gorgée d'amidon qui pousse en sous-bois, qui est une liane. Et les pratiques humaines de préservation et de sélection des plantes utiles quand on déforeste, finalement fabriquent une forêt où les ressources utiles ont été préservées et s'accumulent dans le temps. Et donc, on a affaire à des sortes de forêts jardinées. Probablement, la forêt tropicale d'Afrique centrale, comme celle d'Amazonie, serait très différente et beaucoup moins favorable à l'homme si elle n'était pas habitée et jardinée, entre guillemets, depuis des dizaines de millénaires. Par exemple, quand on voit un site comme ça, l'erreur, ce serait de se dire, on va fouiller l'abri sous roche parce que là, on va sans doute trouver quelque chose et on ignore tout ce que l'on voit d'un paysage gigantesque forestier autour. C'est replacer le site archéologique dans son environnement, mais environnement très large. Les archéologues savent le faire, le font, mais dans le cas de l'archéologie tropicale, c'est essentiel pour saisir les choses. Ça demande d'être rusé, j'ai l'impression, Pascal. Moi, je pense qu'en fait, on ne peut pas connaître l'histoire des hommes anciens de l'Afrique tropicale. Je reviens en concernant les autres sciences. Parce qu'en fait, on fait la relation, par exemple, entre l'archéologie et la palynologie. Donc, les spécialistes des pollens, ils font des carottages dans les lacs. Et quand ils ont une coupe, on la compare avec les données archéologiques qui y a à côté. C'est-à-dire qu'on peut déterminer le type de végétation, on peut faire des hypothèses sur le type de climat avec la carotte de palynologie. Donc, c'est à travers ce genre d'études qu'on peut faire une hypothèse sur l'environnement. Parce qu'en fait, ça, c'est un environnement, par exemple, actuel. Oui. Ce n'est pas sûr que sur le plan archéologique, c'est le même type d'environnement. Donc, automatiquement, il faut corréler ces données-là aux données d'autres sciences. C'est très important. Ouais, c'est hyper pertinent parce que, vous voyez, moi, je me suis même laissé piéger là. C'est-à-dire que dans mon imaginaire, cet abri sous roche, je le replace avec un environnement tropical d'aujourd'hui et la forêt d'aujourd'hui. Or, les choses bougent et les choses évoluent, le climat aussi. Donc, ça demande en fait sans cesse de croiser l'ensemble des disciplines pour construire quelque chose qui est le plus cohérent possible, sachant qu'il y a plein de vides encore. Oui, et effectivement. C'est-à-dire qu'il faut une utilisation croisée des sources. En fait, c'est pour la reconstitution et reconstruction générale de l'histoire de ces populations-là. On ne va pas seulement se limiter, comme Geoffroy a si bien expliqué, on ne va pas seulement se limiter aux vestiges, mais en fait, il faut expliquer la vie des hommes dans cet environnement-là. Donc, automatiquement, il faut l'apport d'autres sciences. Geoffroy ? Je trouve que Pascal ne se met pas assez en valeur. Parce que tu disais, Xavier, j'ai l'impression que vous, les archéologues, vous êtes malins. Tu as dit quelque chose comme ça. Et Pascal, sur le terrain, il est très malin. Il commence... Alors là, il nous parle d'interdisciplinarité, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'il fait ? Il se place devant le paysage et il le regarde. Et il repère les arbres qui sont des marqueurs des anciennes occupations. Et quand on va vérifier sur le site si effectivement il y a un site archéologique sous le palmier à huile qui est là-bas sur la colline, dominant la rivière, eh bien souvent on trouve le site. Donc oui, l'archéologue est malin au sens du chasseur. Pascal est un bon chasseur. J'essaye de l'imiter. Et l'archéologie, c'est vraiment suivre une piste.
C'est vraiment, on suit la piste d'un animal qui est en fait un fantôme du passé. Et très souvent, avec une logique, on arrive à retrouver les traces de ces animaux, les traces de ces occupations humaines. Et c'est assez passionnant d'être en interaction constante avec le paysage. Il faut être un peu chasseur-cueilleur soi-même quand on est archéologue en zone tropicale. Oui, un peu, mais je voudrais mettre un bémol par rapport à ce que Geoffroy dit, parce que quand on retrouve un type de plante, il y a un type d'arbre que lorsqu'on les retrouve, on peut potentiellement trouver des sites archéologiques. Mais ça, c'est pour des sites récents. Ouais. C'est pour des sites de 5 siècles, 1000 ans, et peut-être même moins. Mais là, par exemple, dans la grotte de Yumbidji, on a 24 000 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la même chose. Mais en gros, là, il évoque le problème de l'occupation de l'espace. Comment on fait pour trouver des sites? On sait d'habitude qu'en fait, des sites sont... Les hommes habitent les hauteurs, les sommets. Pourquoi? Parce qu'il faut se défendre s'il y a le danger. Les hommes habitent probablement à côté des rivières, parce qu'il faut bien sûr boire de l'eau. Donc, je pense que ce qu'il dit n'est pas faux concernant les arbres, mais c'est pour des sites récents. Mais les sites plus anciens, ça répond à d'autres réalités. Oui, parce qu'on a vu tout à l'heure une pierre taillée, et une pierre taillée, c'est compréhensible, sachant que si elle est sortie de son contexte archéologique, elle n'a plus aucun intérêt. C'est ça qui est très important à souligner. Une pierre taillée, si on me la donne là maintenant, mais si on vous la donne aussi, quasiment impossible d'en tirer quelque chose. Or, l'intérêt, c'est de regarder ce qu'il y a au-delà de ces objets, ces artefacts remarquables. Et là, alors on les voit là, parce que c'est quand même à la pince à épiler, cette archéologie-là. Qu'est-ce que l'on recherche quand on est archéologue pour être aussi précis? C'est quoi? Ce sont des micro-éléments, des graines, des choses comme ça? Alors, en fait, on fait la fouille dans le carroyage qu'on voyait dans la photo précédente. Le carroyage, c'est là où il y a les carrés de fouille. On remplit des seaux. Vous voyez le carroyage, là, sur le côté, sous la voûte de la grotte. On remplit les seaux et chaque seau est étiqueté pour savoir à quel carré et à quelle couche il appartient. Il est confié à un tamis. Et là, on tamise pour garder la partie la plus grossière des sédiments. Et là, on ramasse tous les vestiges osseux et tous les vestiges de graines, ainsi que les petits éclats, les esquilles qui peuvent être le produit de la taille. Et on met ça dans des sachets pour être étudié précisément, compté. C'est en se basant sur des relevés comme ça un peu exhaustifs du matériel archéologique qu'on peut avoir une idée réelle des processus qui sont derrière les objets. C'est-à-dire que, comme tu le disais, ce n'est pas un objet qui peut nous aider à écrire une histoire, mais ce sont des centaines d'objets. Il y a un aspect statistique dans la recherche archéologique, y compris sous les tropiques. Et donc, il faut par exemple des centaines de graines, il faut mesurer des centaines de graines, il faut dater des centaines de graines pour avoir une idée des processus de domestication alimentaire qui ont lieu au milieu de l'Holocène, par exemple. Et Pascal, ça c'est aussi quelque chose que vous portez, parce qu'il y a l'impératif pour que cette démarche-là soit efficace, utile et probante, de multiplier les sites. On ne peut pas se contenter d'un site pour comprendre. Et multiplier les sites, c'est aussi compliqué, parce que comme vous l'avez dit, ces sites ne sont pas si nombreux et qu'il faut être vigilant et surtout rien ne laisser passer. Au-delà du fait que les sites ne sont pas nombreux, pourquoi les sites ne sont pas nombreux? Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de chercheurs. Et ben voilà. Il y a un problème de ressources humaines. Il y a un problème sérieux de ressources humaines sur l'archéologie d'Afrique centrale. Je ne sais pas si en France, il y a plus de 2 ou 3 spécialistes qui travaillent sur l'Afrique centrale. Donc, il y a très peu de ressources humaines. Et je pense que c'est un gros défi qu'il faut résoudre. Il faut former de plus en plus de jeunes, de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'Afrique centrale, que ce soit en Europe, surtout que ce soit en Afrique, c'est-à-dire montrer aux Africains que c'est très important de connaître leur histoire, que leur histoire, je ne fais pas une conclusion, que leur histoire ne commence pas avec l'indépendance, avec la colonisation et tout, mais il y a une histoire bien plus vieille, millénaire, qui existe et qu'il faut connaître. C'est très important. Je pense que quand on va résoudre le problème de ressources humaines,
Et après, maintenant, il faut aller sur les problèmes de thématiques. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous intéresse dans cette archéologie-là? Parce que si on a des thématiques, maintenant, on peut chercher à savoir quel type de site on cherche. Parce que logiquement, quand je vois voir Yumbidi, il sait ce qu'il cherche, il a une thématique précise. Par exemple, moi, quand je vais au Cameroun, sur des sites de plein air, ou bien quand je fais des fouilles d'archéologie préventive, je sais aussi ce que je cherche. Donc c'est un peu ça, un problème de ressources humaines qu'il faut résoudre et un problème de thématique qu'il faut aussi résoudre. Et de finances également, parce qu'il faut quand même dire que l'archéologie africaine est très démunie et que, mis à part le financement de la coopération scientifique, il y a très peu de financements locaux. Corrige-moi si je me trompe, mais il y a très peu de prise en compte localement de l'archéologie en Afrique centrale. C'est logique. Ouais. Entre chercher un site et vouloir l'électricité, on va vous dire qu'on veut l'électricité. Entre vouloir un site pour étudier le passé, les hommes politiques ou bien le commun des mortels va vous dire qu'ils veulent des routes goudronnées. Ouais. Donc il faut faire la part des choses. Les gens vont vous dire que peut-être des hôpitaux sont plus importants que notre histoire. Mais les deux ne sont pas contradictoires. Donc, oui, c'est vrai. Mais maintenant, il faut faire un plaidoyer pour expliquer aux gens que ça, c'est important pour nous. C'est important pour notre histoire. C'est important qu'on construise quelque chose qui nous soit propre. Et ça permet de rappeler, parce que vous venez de l'université de Yaoundé, donc au Cameroun, que sur place, et on l'a vu sur les images, il y a des chercheurs, des chercheuses qui connaissent au plus près du terrain cette histoire-là, parce que c'est vraiment la volonté. C'est vrai que les dialogues du Quai Branly mettent ça en avant toujours sur l'importance de ce travail d'équipe. L'archéologue, il bosse jamais seul, et d'ailleurs sur les images que nous avons, ce sont toujours des équipes, et ces équipes, elles ne sont pas que nationales, ça ne fonctionnerait pas comme ça. C'est un monde d'échange. Ce monde d'échange, ce monde de l'archéologie tropicale, nous en parlons aujourd'hui pour l'Afrique, mais j'imagine que ça vaut pour d'autres régions du monde, parce que vous n'êtes quand même pas nombreux, les archéologues tropicaux. Au moment de vous réunir, il n'y a pas besoin de louer des salles absolument gigantesques. Et donc, à partir de là, ce qui peut se passer en Asie, ce qui se passe aussi en Amazonie, c'est quelque chose qui vous intéresse, ne serait-ce que par les méthodes. Vous vous inspirez de Absolument, et nous prêchons vraiment pour l'idée d'une archéologie tropicaliste, en fait, et on a, d'un point de vue méthodologique, on a beaucoup de choses en commun, on partage également des solutions techniques, des thématiques, des problématiques. On a également des processus sociaux qui, sans être identiques, peuvent se répondre et nous permettre d'aller beaucoup plus loin. En fait, c'est difficile à expliquer, mais on a des processus d'évolution historique. Alors, j'aime pas évidemment le terme d'évolution pour ce qui est les sociétés, mais on se rend compte que les modèles de transformation des sociétés sous les tropiques est assez différent de ce qu'on a dans les régions subtropicales ou même méditerranéennes ou tempérées. Et nous pensons, parce que je ne suis pas le seul à le penser, que ces régions tropicales ne sont pas suffisamment prises en compte dans leur spécificité pour l'écriture de l'histoire du monde. On biaise un petit peu l'extraordinaire diversité et inventivité des sociétés humaines en ne prenant pas en compte ces innovations qui sont typiques des forêts tropicales. Ce sont lesquelles? C'est quoi ces spécificités? Alors, par exemple, c'est l'émergence d'une agriculture qui est en complète prolongement, avec les pratiques de chasseurs-cueilleurs. Et ce qui est très difficile à comprendre pour un archéologue qui travaille sur la Méditerranée, c'est qu'un agriculteur en région intertropicale reste un chasseur-cueilleur. Alors qu'un Gaulois, c'est un agriculteur et c'est plus un chasseur-cueilleur. Donc on est vraiment sur des modèles sociaux et également des modèles d'organisation sociale qui ne peuvent pas être comparés aussi facilement et aussi simplement avec les évolutions qu'on a dans nos régions tempérées.
Et Pascal, vous l'avez dit avec beaucoup de modestie tout à l'heure, l'archéologue ne peut pas donner de réponse évidente sur des populations qui sont là, liées tel élément de poterie à tel groupe ethnique. Ça n'a pas de sens. Et c'est la même chose pour les organisations sociales, c'est-à-dire que ce sont des hypothèses qui sont mises en place, mais est-ce qu'il est possible d'imaginer l'organisation sociale de ces groupes de chasseurs-cueilleurs? Ce sont des petits groupes qui évoluent en contact les uns avec les autres, un système de chefs, de chefferie? Moi, je pense que ce serait aussi difficile de le dire. Mais on peut émettre des hypothèses par rapport à l'occupation de l'espace. Par exemple, à partir de 3000 ans, 3000 BP, en Afrique tropicale, on constate que les populations commencent à creuser ce qu'on appelle les fosses. Des fosses, ce sont des structures creusées qui sont repérables dans des sites archéologiques. Et Geoffroy l'a démontré à un moment. En fait, on se rend compte que ces fosses structures creusées sont disposées d'une manière. Et quand on fait la relation avec les phases récentes, elles sont disposées à la manière de villages-rues, parce qu'elles sont carrément alignées. Et quand on vient dans l'actuel, on voit un peu comment les villages-rues étaient organisés au 19e, au début du 20e siècle. C'est-à-dire que les cases étaient alignées et on a l'impression que si on fait le rapport avec les sites archéologiques, avec la présence de ces structures creusées des fosses, on peut essayer d'émettre des hypothèses sur l'occupation de l'espace. Mais maintenant, quand on dit est-ce qu'ils avaient des chefs ou pas, c'est assez compliqué, c'est assez difficile. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si on utilise l'anthropologie pour cela, pour développer certains thèmes, on reste beaucoup fixé sur la culture matérielle. Oui. C'est un peu ça. Et puis, ces fosses que vous évoquez, elles se repèrent justement par des variations dans la couleur du sol. Ça, c'est une chose. Et puis, par quelques éléments que l'on peut voir apparaître ici et là. C'est quoi? Ça sont des poteries que l'on voit? C'est quoi? Oui. Alors, oui. Vas-y. Oui, alors, on voit effectivement des poteries au sommet. Et puis, vous voyez, il y a une tache rouge. Donc ça, c'est une vidange de foyer. C'est de la terre rubéfiée qui a été grattée probablement derrière une maison ou dans une cuisine et balayée jusqu'à la fosse dépotoir. Et juste à côté, vous avez une tache très noire. C'est probablement le charbon qu'il y avait dans le fond de ce foyer. Donc régulièrement, on nettoyait les maisons. Et d'ailleurs, si on fait des comparaisons ethnographiques avec les données d'il y a 100 ans ou 150 ans, on se rend compte que ces pratiques qui paraissent très triviales, qui paraissent simplement des questions de balayage, sont en fait des choses qui ont une profondeur spirituelle et une sensibilité, je dirais, mystique, qui est très affirmée. Rien n'est fait au hasard. Et c'est un peu aussi notre rôle d'archéologue. Vous voyez, là, on décape cette fosse, même si c'est une fosse dépotoir, on le fait très délicatement, parce que tout ça, c'est la trace de gestes qui nous en disent beaucoup plus que le simple fait que ce sont des rejets. Et puis Pascal, là, nous ne sommes pas dans un abri sous roche, c'est-à-dire qu'il existe ces sites, et c'est l'archéologie préventive aussi qui a toute son importance ici. En France, nous disposons de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, que le monde entier nous envie. C'est-à-dire que dès qu'un entrepreneur creuse quelque part, il y a quelqu'un qui vient regarder. Oui, ça vaut le coup de fouiller avant, ou vous pouvez y aller. Et en tout cas, ça a permis de donner pour le territoire français, en France métropolitaine et ailleurs, des connaissances gigantesques. La France connaît son territoire ancien comme peu de pays. Et vous portez cette idée d'archéologie préventive au maximum. Alors peut-être pas, parce qu'on sait même qu'en France, c'est contesté aujourd'hui, peut-être pas dire à chaque chantier, à chaque route, sur chaque mètre qui est creusé, on va fouiller, mais en tout cas mettre en avant cette archéologie préventive. Oui, je pense que les archéologues en Afrique centrale tirent profit des grands travaux, en fait. En France, peut-être on dit pas sur chaque chantier, chaque route et tout, mais nous on veut ça sur chaque chantier, sur chaque route. Parce qu'en fait, quand il y a de grands projets, quand il y a les projets d'infrastructure, vous imaginez par exemple l'Afrique tropicale, c'est une forêt dense,
et il y a de l'humus, c'est-à-dire qu'il y a 40 à 50 cm de matière organique. Ça signifie que le sol en place est à moins 40 ou 50 cm. Or, les grands travaux permettent déjà d'enlever cet humus-là et ça nous permet de voir. Donc, on a vraiment tiré profit de l'intégration de l'archéologie dans les projets d'aménagement au Cameroun. On n'est pas encore au niveau d'une l'IRAP, mais je pense qu'on est en train d'aller vers là. Parce que ce site, ça c'est le site du barrage de Natigal qui a été étudié. Et il y a quelque chose que je voudrais préciser. On est en train d'aller, avant, c'était comme une simple consultation. C'est-à-dire qu'on appelle les archéologues, c'est une consultation, mais maintenant on est en train de passer de manière progressive d'une simple consultation à une réelle recherche scientifique. C'est-à-dire qu'on ne veut plus seulement aller faire la consultation, mais il faut accoler à la consultation un projet de recherche scientifique. Par exemple, ce site-là a permis d'utiliser des spécialistes des amidons qui ont ressorti des types d'amidons, des types de plantes, des légumineuses qui étaient utilisés dans ce grand site-là. On a des archéobotanistes qui sont en train de travailler dessus. Donc, on est en train d'aller progressivement vers vraiment la recherche scientifique. On ne se limite pas seulement à faire une consultation, compter des sites, étudier l'impact du projet sur des sites, mais vraiment retracer l'histoire. C'est très important. Donc, l'archéologue, de toute façon, est un destructeur. L'archéologie détruit. Mais vaut mieux que la destruction passe par l'archéologue avant la destruction finale par le chantier. Alors, on ne détruit pas tout, parce que, par exemple, sur le projet de Nachtigal-Amont, dont le chef de la mission archéologique, c'était Pascal, il faut quand même le rappeler, c'est à peu près 500 hectares, peut-être plus, entre 500 et 700 hectares de surface qui ont été monitorés. C'est 200 sites qui ont été fouillés, c'est 2 tonnes de matériel archéologique qui ont été extraits et sauvés et qui pourront à l'avenir servir aux travaux universitaires des étudiants camerounais. Donc c'est de la destruction, mais c'est plus que même, mais la et l'enrichissement par les données gigantesques. Et en plus, comme le disait Pascal, on a voulu thématiser, donner une couleur vraiment, une problématique scientifique à ce projet d'archéologie préventive. Et on ne s'est pas contenté de ramasser les objets et de compter les sites archéologiques. On a aussi pris des sédiments de sol pour comprendre l'impact humain sur les sols et sur la pédogénèse des sols de cette partie du Cameroun. Et on a des résultats qui sont totalement inédits et qui auraient été jamais possibles s'il n'y avait pas eu ce programme d'archéologie préventive. Donc c'est une opportunité, mais moi je trouve qu'il faut vraiment applaudir les archéologues camerounais parce que c'est très difficile. Pascal ne dit pas suffisamment comme ça a été difficile depuis la négociation jusqu'à l'application. Tout est compliqué. C'était quand même une équipe de 20 personnes qui ont travaillé 365 jours sur 365 pendant 3 ans. C'est énorme, c'est un travail gigantesque et franchement, chapeau. Avec l'accumulation de toutes ces données, ben oui, vous pouvez réellement. Non, mais c'est pour ça qu'il était important de mettre en avant l'archéologie préventive. Et puis, dans la lecture de l'archéologie, il y a la lecture faite par les spécialistes, puis il y a la médiation, c'est ce que vous disiez Pascal. Après, il faut dire aux gens. Alors dire aux gens, aux populations, on sait très bien, et puis dire aux autorités aussi, parce qu'il faut les convaincre de donner des sous, et il y a besoin aussi d'avancer avec des choses qui sont plus lisibles. Et quand vous faites les fouilles, c'est vrai qu'il y a les fosses, et on a vu la subtilité de la recherche du sédiment, et puis on trouve aussi du matériel. Ouais. Et ça, c'est très important parce que ça permet d'avoir cette médiation-là. Ce sont quoi? Ce sont des lances? Oui, ce sont des lances qui ont été retrouvées sur un site. Je ne me souviens plus trop duquel, NACB 90, je crois. Excusez-moi, parce que c'est dans ma tête. On pense que c'était un squelette qui était posé, parce qu'on a des traces quand même qui sont restées. Mais comme j'ai dit, le pH est acide, la matière organique a été complètement détruite et les objets en fait sont restés. Mais en fait, si on zoomait un peu plus haut,
on devait voir carrément les taches qui montrent que c'est probablement un corps qui était posé. Et c'est très important au niveau de poser la question au niveau de la valorisation, vulgarisation, valorisation, parce que ce type de travail, c'est très important qu'il y ait des publications dessus. Déjà pour les scientifiques, des publications, c'est très important qu'il y ait une valorisation muséale, parce que normalement, tous ces vestiges qui ont été pris, parce que c'est 20 000 vestiges qui ont été analysés sur les plus de 70 000. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait après? Est-ce qu'on les parque quelque part? Est-ce qu'on en fait un musée de barrage? Est-ce qu'on a fait un musée archéologique? Ça, ce sont des choses pour lesquelles il faut convaincre les autorités. Parce que je pense que si c'est possible, l'année prochaine, il y aura un nouveau projet de barrage où probablement l'archéologie sera intégrée. Et nous sommes en train de proposer aux maîtres d'ouvrage qu'il y ait un musée de barrage. C'est-à-dire que tous les vestiges qui seront pris lors du volet archéologique de ce projet-là, qu'ils soient exposés dans le barrage, quoi. Qu'il y ait une espèce de circuit touristique dans le barrage en lui-même étant un aspect touristique. Donc, il y a ce problème de vulgarisation au niveau scientifique, vulgarisation au niveau muséal. Et communauté locale également. C'est ça, c'est le slogan de l'INRAP en France, c'est « Nous fouillons, c'est votre histoire », mais ce slogan est applicable à tous les endroits. C'est notre histoire à tous, hein, en réalité, parce que c'est ça aussi qui est pertinent. Et, ça a été dit, hein, Geoffroy, il y a aussi cette lecture de l'archéologie tropicale dans une étude beaucoup plus large. Et on pourrait évoquer l'écologie historique. C'est quoi ce concept-là? C'est l'important. Ah oui, ça, vous y tenez, je sais. Ah, j'adore ça, moi. C'est mon dada. Non, l'écologie historique, alors en fait, quand on étudie un paysage et quand on étudie le passé, on peut faire du paléo-environnement. Donc le paléo-environnement, c'est quand on prend la règle du temps et qu'on cherche des données pour étudier spécifiquement de telle date à telle date. Donc on fait un forage, on retire le forage et on cherche les indicateurs environnementaux, biochimiques que l'on veut analyser. L'écologie historique, c'est pas du tout ça. L'écologie historique, c'est une manière de regarder le paysage. Tout à l'heure, je parlais du complexe du chasseur chez l'archéologue tropicaliste. L'écologie historique, c'est se demander ce que la diversité du paysage actuel nous apprend sur le passé et de considérer le paysage actuel comme une sorte de palimpseste, donc une feuille de parchemin qui a eu plusieurs textes et dont on perçoit simultanément plusieurs fragments, plusieurs couches à la fois. Et c'est très intéressant parce que ça replace l'archéologie dans une problématique patrimoniale. Et à l'heure du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité, à l'heure du questionnement sur la fertilité des sols, cette démarche qui se demande ce qui provient du passé dans ce dont nous profitons aujourd'hui est très importante. La richesse d'un terroir, la fertilité d'un sol n'est pas le fait des agriculteurs d'aujourd'hui seulement, ça n'est pas uniquement le fait que l'on passe le tracteur, c'est une histoire de dizaines de générations d'agriculteurs qui ont biné la terre, qui l'ont ameublée, qui ont cassé des agrégats, qui ont ajouté de la matière organique, qui ont mis des charbons qui permettent d'abaisser le pH du sol et qui ont créé toute une ambiance qui n'aurait pas existé sans l'homme. Et donc, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, où on veut préserver le paysage, la nature, c'est bien, il faut la préserver, il faut se dire que cette nature que l'on veut préserver, elle n'est pas uniquement le fruit des évolutions environnementales, elles sont le fruit d'interactions subtiles, complexes, lentes et longues entre des hommes et leur paysage.
Alors on voit la pertinence de cette réflexion parce que c'est applicable à l'Afrique tropicale, c'est applicable partout et c'est ça qui est très très fort. Vous pouvez préparer déjà vos questions parce qu'on va avoir tout un temps d'échange, il y a des micros qui vont circuler. Moi ce que je voudrais savoir, Pascal, c'est la portée de toute cette recherche. Par exemple, sur ce site, donc le barrage et avant cela, donc il y a toute cette recherche, cette accumulation de données absolument considérable pour la science et donc pour la transmission. Quel est l'accueil de toutes ces découvertes quand arrivent les archéologues qui bloquent un bout de territoire pour creuser? Comment c'est transmis à la population? On vient vous voir, on vous demande mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, c'est toute une organisation, parce que, par exemple, pour ce type de chantier, on commence par la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on sensibilise d'abord les gens qui sont dans le chantier, on les sensibilise à ce que c'est que l'archéologie et on leur présente par exemple les types de vestiges. On peut leur présenter de la poterie et on leur dit que c'est ça qu'on cherche. Et eux aussi, ils deviennent presque des archéologues parce que quand ils vont retrouver le même type, ils vont nous appeler pour nous dire en fait ce que vous nous avez montré, là on l'a retrouvé à tel endroit du chantier. Donc c'est très important. Donc on fait la sensibilisation des gens qui sont dans le projet et bien sûr, il y a en dehors du projet des populations présentes, quoi. Parce que normalement, si on ne fait pas un musée de barrage, comme j'ai dit, on peut faire un musée local. Et quand c'est un musée qui est local, la communauté va participer. C'est la communauté qui sera des guides, c'est eux qui seront des guides, c'est eux qui seront des responsables du musée. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on fait une sensibilisation dans le projet, on fait une sensibilisation en dehors du projet, en fait. Mais bien sûr, il faut rester scientifique en leur disant ce qu'on a trouvé. C'est très important. Expliquer, effectivement. les choses. Moi, je voudrais quand même raconter une petite anecdote. L'archéologie n'est quand même pas du tout quelque chose de familier dans la société, dans les sociétés civiles d'Afrique centrale. Et je me souviens plusieurs fois, Pascal, en discutant avec des Camerounais, en leur disant, bah voilà, je suis chez vous pour faire de l'archéologie. Ils me disent, mais pourquoi chez nous il n'y a pas d'archéologie s'il n'y a rien à découvrir? Et c'est d'autant plus surprenant, ça fait d'autant plus sursauter que ces mêmes personnes vous expliquent qu'ils connaissent leur généalogie sur 15 générations, ce qui est énorme. Donc il y a comme différentes perceptions du temps qui n'arrivent pas à se connecter, mais je pense qu'on va y arriver. Et c'est très important, Pascal insistait sur la vulgarisation, le partage, la sensibilisation. Ça va servir à ça. Et on est en plein dans ce processus. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'en France, je pense que cette connexion est faite, mais en Afrique centrale, c'est en cours. Allez-y, Pascal. Oui, je voudrais ajouter, parce que en fait, en Afrique centrale, quand on parle d'archéologie, les gens pensent uniquement à l'Égypte, les pyramides. Parce qu'en fait, on veut voir ce qui est monumental. Mais en fait, on ne sait pas qu'en fait, notre sol, c'est dans notre sol qu'il y a notre histoire, c'est dans notre sol qu'il y a nos monuments, en fait, c'est dans notre sol qu'il y a nos pyramides, en fait. Et les gens veulent voir, c'est-à-dire qu'on vous dit, est-ce que vous êtes égyptologue, est-ce que vous connaissez les pyramides? Donc, il y a ce distinguo à faire, il faut expliquer aux gens. C'est dommage que chez nous, il n'y a pas ce type d'émission pour faire un peu de vulgarisation. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est bien. Mais en plus, les gens adore cela. Et ce que disait Geoffroy, c'est la transmission par l'oralité de toutes ces traditions. Et dans tout ce que vous avez pu évoquer, Pascal, sur l'interdisciplinarité, cette recherche aussi d'approches différentes, est-ce que les traditions orales, est-ce que les choses dites peuvent contribuer aussi à l'archéologie? Et je pense notamment quand on évoquait tout à l'heure tel palmier à tel endroit, tel arbre à tel endroit, est-ce que l'on peut avoir ici les échos de traces du passé à travers des traditions qui sont répétées? Il faut juste les entendre. Oui, en fait c'est assez compliqué parce que pour l'archéologie, la plupart du temps, les populations, quand elles vous donnent le récit de leur occupation, ça ne remonte pas à plus d'un siècle. Vous imaginez, nous on travaille sur des milliers de siècles. Donc c'est assez difficile. Parfois, elles vous disent, nous sommes ici depuis 50 ans, nous sommes ici depuis un siècle. Rarement, elles vont vous donner une histoire qui peut aller au-delà du siècle.
Et la tradition orale a aussi été influencée par la présence des thèses judéo-chrétiennes. C'est très important. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous allez voir, par exemple, en Afrique centrale, les populations vont vous dire à 90% qu'elles viennent d'Égypte. Qu'elles viennent d'Égypte. Bon, on ne dit pas non, mais qu'elles viennent d'Égypte, elles viennent de quelle manière? Quels sont les couloirs de migration venant d'Égypte? Peut-être que je vais un peu être provocateur. On est d'Égypte, on a construit des pyramides, et subitement on se retrouve en Afrique centrale sans pyramide. C'est compliqué, ça. Je prends un peu un risque en disant ça, mais c'est la réalité. Il faut bien que dans le récit des populations actuelles, elles puissent quand même savoir par où elles sont passées pour partir de l'Égypte jusqu'en Afrique centrale. Donc, il y a ce problème. Je vais vous donner aussi une anecdote comme Geoffroy. Quand j'étais à Bruxelles en 2012, nous avons eu une discussion sur l'origine des Hutus du Burundi. Et il y a un étudiant de l'époque qui disait qu'en fait, les Hutus sont venus de l'Est de l'Afrique. Ils sont arrivés au niveau du lac Tanganyika. Et leur ancêtre a pris un marteau. Il a tapé sur le lac Tanganyika et le lac Tanganyika s'est séparé en deux. Ils ont traversé pour se retrouver où ils sont là maintenant. Et je lui ai dit, tu ne vois pas que ça ressemble au problème de Moïse? Ça me rappelait quelque chose aussi. Ouais. Moïse et la mer Rouge. Il était un peu choqué. J'ai dit que mais c'est ça. Au Cameroun, il y a ce même problème. Par exemple, on vous dit que les populations qu'on appelle les Biti-Boulou, qui sont au centre du Cameroun jusqu'au nord du Gabon, vous disent qu'elles ont traversé la Sanaga, qui est le plus long fleuve du Cameroun, sur le dos d'un serpent. Quand on vous dit sur le dos d'un serpent, c'est carrément quelque chose qu'on divise, c'est carrément la mer Rouge, c'est carrément... Donc il y a ce problème de l'influence judéo-chrétienne dans la tradition orale. Ce n'est pas qu'il ne faut pas l'utiliser, mais il faut démêler le vrai de l'ivraie. Ah oui, mais c'est ça, et c'est très complexe d'ailleurs de travailler sur ces mythes et ces traditions. Alors exactement, quand Pascal dit qu'il faut démêler tout ça, c'est totalement ça. On trouve des informations fascinantes sur le passé lointain de cette civilisation d'Afrique centrale dans l'oralité, mais pas là où on l'attend en fait. On la trouve dans des manières d'être, des manières de vivre, et des choses qui nous paraissent banales. Tout à l'heure, j'évoquais la question du balayage. À partir de 2500 ans, on a des fosses dépotoirs sur tous les sites archéologiques, et c'est 99% de nos sites archéologiques qui sont composés de fosses dépotoirs. C'est très étonnant, c'est très bizarre de n'avoir que ce type de vestiges. Et on ne peut pas s'empêcher de mettre ça en rapport avec le fait que quand vous dormez au village, le matin, que vous vous réveillez, la première chose que vous entendez, c'est le balai. Et le balai, quand on lit les récits ethnographiques, c'est l'instrument du chef. Quand on regarde les photos d'il y a 100 ans, on voit des masques danser avec des balais à la main. En fait, on se rend compte que derrière ces faits et gestes que l'on reproduit encore aujourd'hui sans y penser, en pensant que c'est complètement trivial, en fait, on a une vision du monde qui est extrêmement ancienne et qui vient d'une élaboration de plusieurs siècles. C'est totalement fascinant. Mais c'est surprenant, ça n'est jamais là où on l'attend. C'est fascinant, hein. C'est peu de le dire combien c'est fascinant. J'imagine que vous aussi, vous ressentez ça parce qu'on est là, tranquille, on se dit on va aller au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, et on entend parler des Bantous, des Pygmées, de sites archéologiques qu'on ne connaissait pas et de ces défis de l'archéologie tropicale et surtout de sa portée. Et on voit bien ici qu'il y a un lointain encore de la recherche qui donne envie, et c'est grâce à ce travail, Pascal, que vous menez, et on a bien perçu l'ampleur du travail que ça représente. C'est ce travail-là. Moi, je ne regarde plus les paysages de la même manière, Geoffroy, en tout cas, ces paysages tropicaux, et je sais que les forêts sont en partie cultivées, et ça me fascine énormément. On peut les applaudir, ils sont exceptionnels. Merci beaucoup. Et il y a des micros qui vont pouvoir circuler parce que j'imagine que vous avez des questions et n'hésitez pas à lever la main. Je vois déjà des mains qui se lèvent.
Bonsoir. Une question assez basique sans doute. Comment arrivez-vous à dater les périodes pré-néolithiques si, et si j'ai bien compris, c'est extrêmement compliqué de trouver des preuves archéologiques au cours du temps? Ah ben, c'est une question très pertinente parce qu'on se la pose facilement. On se dit, mais comment font-ils? Bon, en fait, c'est tout l'intérêt de faire des fouilles en grotte. C'est que dans ces fouilles en grotte, on a des espaces de vie qui ont été fossilisés. Et dans ces espaces de vie, qui sont comme des photographies, des instantanés d'un moment ou d'une époque, on a des foyers. Et ces foyers sont associés donc à ces traces de vie pré-néolithiques. Donc on date ces foyers, puisqu'ils contiennent du charbon. On peut faire des datations radiocarbone. Pour les périodes plus anciennes, on utilise d'autres méthodes. Alors il y a l'OSL pour des périodes de dizaines de milliers d'années, et puis pour des centaines de milliers d'années, voire le million d'années, on utilise d'autres méthodes, notamment des datations de type cosmogénique. C'est celles qui ont servi, par exemple, à dater récemment le site d'El Kora au Gabon à plus de 650 000 ans. Voilà, donc à chaque période, il y a des possibilités, des méthodes, mais effectivement, on revient toujours au choix du site. Et pour les périodes anciennes, évidemment, plus c'est ancien, moins il y a de sites disponibles. Je voudrais préciser qu'il faut bien retenir cela, c'est-à-dire on peut faire des datations radiocarbone. Et la plupart du temps, quand on fait des datations radiocarbone, on les fait sur de la matière calcinée qui résiste longtemps. Ça peut être des charbons de bois, ça peut être de la matière comme des restes de fruits calcinés. C'est ce qu'on utilise pour la datation radiocarbone. Et comme Geoffroy a dit, la datation cosmogénique utilise les rayons cosmiques, en fait. On mesure la lumière des rayons cosmiques pour donner l'âge des vestiges. Je me permets juste une question très triviale de financement, parce que j'imagine que ça ne se fait pas facilement, des datations, donc c'est carbone 14, et puis encore d'autres choses. Non, mais ce sont des vrais questionnements quand on est chercheur, c'est-à-dire qu'il faut faire des choix à un moment sur ce qu'on va dater. Mais je reviens sur l'archéologie préventive. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Parce que quand on monte un budget dans l'archéologie préventive, nous, quand on le fait, on met un budget de datation, qui la plupart du temps n'est pas refusé. Donc, concernant l'archéologie préventive, il y a de l'argent pour les datations. Mais maintenant, dans l'archéologie programmée, c'est assez complexe. Donc, il faut faire vraiment des choix. Il faut savoir quoi dater par rapport à la thématique qu'on a, en fait. Je pense que peut-être tu as quelque chose à rajouter. Moi, je rajouterais que, notamment pour l'archéologie programmée, ce qui est important, c'est les collaborations, c'est le partenariat. Et par exemple, à l'IRD, on a des outils pour prendre en charge les datations de nos partenaires. Et on est là pour ça, en fait. Donc, ça sert à ça aussi, le partenariat. Et comme tu le disais tout à l'heure, l'archéologie ne se fait plus tout seul. C'est vraiment des collaborations internationales. C'est des échanges, c'est de l'amitié, c'est des difficultés de terrain. Tout ça, c'est partagé. Oui, l'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement. Oui, de l'amitié, c'est important à dire parce que j'imagine, Pascal, qu'en bossant 365 jours en une année sur une équipe de 20 personnes, c'est ça à peu près, oui. Ça doit créer des liens. Non, mais c'est ça, c'est quelque chose qui est très fort d'être sur ce même site là aussi longtemps et de vivre une aventure, en fait. Oui. Déjà en amont, il faut féliciter la coopération, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, ces sites d'archéologie préventive, ces projets d'archéologie préventive dans lesquels nous sommes, nous, Camerounais, on ne le fait pas seul. La plupart du temps, sont des équipes camerouno-françaises. Je ne veux pas dire camerouno-françaises, parce que la plupart du temps, il y a plus de Camerounais, donc c'est camerouno-français. Il y a un Français. Donc ce sont des Camerounais qui dirigent, quoi. Donc, c'est très important, la coopération. Parce que sans ce type de coopération, c'est peu probable que des choses se fassent comme il faut, en fait. Donc, Geoffroy nous apporte un plus, par exemple, quand nous travaillons, il nous apporte un plus par rapport à certaines thématiques. Oui, mais c'est multiplier les regards et toutes les approches. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on est là, on cause, tranquille, et puis
j'ai des lumières. Là, je vois un bras qui se lève tout en bas. Oui, donc je me demandais, est-ce que les abris sous roche seraient des espaces de stockage ou de culte? Oui, c'est vrai que c'est intéressant ça, parce que ce que vous dites là, les usages, c'est super important pour saisir comment vivaient ces populations. Vous l'avez dit, hein, c'est difficile de connaître les hiérarchies sociales, l'organisation sociale. Est-ce qu'on a des éléments dans ces abris sous roche, des éléments pour savoir les croyances, pour savoir si les gens vivaient réellement ici ou si c'était juste un poste de passage? Alors très souvent, les grottes dans lesquelles on fait nos recherches sont des grottes on ne trouve jamais les grottes nous-mêmes, on le fait toujours avec les communautés locales, et soit ce sont des gens qui sont en charge et qui ont des prérogatives, je dirais, religieuses, qui nous parlent de grottes sacrées. Il y a beaucoup de grottes sacrées. Ce sont des endroits mystérieux, les grottes, hein, c'est quelque chose de sérieux. Il faut pas... on n'y rentre pas n'importe comment. Soit ce sont des lieux connus par les chasseurs, notamment les chasseurs de porc-épic, parce que les porc-épics adorent se réfugier dans les grottes. Donc il y a un aspect religieux, et même chaque année, quand on retourne travailler à Limbenga, où il y a la grotte de Yumbidi, on a une cérémonie avec la communauté locale, et il y a une femme qui est la chef du village, qui fait des offrandes au génie pour nous autoriser à travailler là-bas. Mais archéologiquement, ça nous arrive de trouver des restes d'offrandes, mais pas toujours. Le caractère sacré peut être très discret. Ça ne se traduit pas forcément par des dépôts, mais ça arrive. Oui, par rapport à ce que Geoffroy dit, au Cameroun, c'est la même chose, mais surtout dans la région des Grasses-Filles, c'est-à-dire que dans le foyer bantou. Les abris sous roche et les grottes là-bas, actuellement, jusqu'à présent, c'est sacré. Il y a certains sites dont nous n'avons plus accès, parce qu'en fait, il y a des rituels qui se font à l'intérieur. Ah oui, c'est-à-dire que cette histoire, elle est très longue, en fait. Elle est encore actuelle. C'est super intéressant, ça aussi à voir, quand on évoquait le fait de transmettre, que les gens s'approprient leur histoire. Mais cette histoire, elle continue. Il n'y a pas toujours de rupture. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Ouais, là-bas, je vois un bras qui se lève. Et s'il y a d'autres questions, là-haut, tenez. Je vous laisse comme ça, le micro, il sera déjà là-bas. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci, c'est passionnant. J'ai deux questions rapidement. La première, c'est sur les populations ancestrales au Bantou. Donc, je voulais comprendre s'il y a des hypothèses sur qui étaient ces populations ancestrales et si oui, quelles sont-elles. Et la deuxième question, c'est un point que je trouvais très intéressant, c'est sur les parallèles qu'on voit dans des conditions écologiques similaires dans les tropicales. Donc, et vous avez évoqué le fait que les chasseurs-cueilleurs faisaient également de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on ne voit pas une transition, même si graduelle, qui devient sèche. Est-ce qu'il y a d'autres parallèles ou convergences que l'on retrouve dans différentes zones qui ont les mêmes conditions écologiques tropicales? Alors, la première question, c'est sur les populations ancestrales bantoues. On ne sait pas très bien où elles se situaient et on ne sait pas très bien la taille qu'elles avaient. Ni d'un point de vue démographique, ni d'un point de vue de sa spatialité. Donc, c'est encore un front de recherche. Voilà. Et sur la comparaison de ces différentes sociétés intertropicales, je ne sais pas si mes collègues qui travaillent sur l'Asie ou l'Amérique du Sud sont là. Peut-être que je vais les faire hurler. Mais... oui, il y a plein de choses, il y a plein de différences et de ressemblances à penser, parce que en fait, dans ce prolongement entre les chasseurs-cueilleurs et les agriculteurs tropicaux, il y a la question du travail. Qui fait le travail? Qui fait l'essentiel du travail? Et en fait, d'un point de vue statistique, on sait par l'ethnographie, alors on ne sait pas bien si c'était valable au début de l'Holocène, c'est-à-dire il y a 10 000 ans,
Mais d'un point de vue statistique, quand on prend les données ethnographiques actuelles ou subactuelles, on a l'impression que généralement la cueillette, c'est les femmes qui les réalisent. Et il y a beaucoup de régions du monde, notamment intertropicales. Alors c'est moins vrai en Amérique, mais c'est très vrai en Afrique centrale. C'est plutôt les femmes qui cultivent. Donc il y a vraiment un continuum entre des activités féminines de chasseurs-cueilleurs et des activités féminines de ces sociétés villageoises qui, en plus de la chasse et de la cueillette, pratiquent l'agriculture. Et en fait, ça engage toute une réflexion sur qu'est-ce qui se joue dans les unions entre les hommes et les femmes. Parce que toutes ces sociétés intertropicales ne sont pas du tout des sociétés libertaires. Elles sont régies par des lois, elles ont des usages et elles ont ce qu'on appelle des prestations matrimoniales. Et ces prestations matrimoniales sont très particulières. Elles régissent un certain nombre de dimensions de la vie réelle, notamment à qui on rattache à quel lignage on rattache, à quelle famille on rattache les enfants, mais également à qui profite le travail de la femme qui est à la fois la cueilleuse et l'agricultrice. Et c'est très important dans ces sociétés parce que la cueillette et l'agriculture, c'est peut-être 50% de la survie du groupe. Donc ça structure toute l'organisation sociale bien au-delà d'une simple comparaison de critères écologiques. Voilà, je vais m'arrêter là, mais si vous voulez, on en reparlera après ou une autre fois. Parce qu'un élément. Non, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup ces approches-là, parce que ça répond à des questions qu'on se pose tous, même si vous n'avez pas les réponses, parce qu'on le sait bien, mais on veut savoir mais qui était là avant, comment se sont diffusées les populations, et puis comment s'organise la société, et cette différence genrée aussi, c'est très difficile à percevoir. Sur les éléments de poterie, par exemple, on ne sait pas. Ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses, c'est très, très, très difficile, quoi. Ouais. C'est extrêmement difficile. Moi, je suis un peu carré, je refuse toujours de me lancer dans ce genre de développement, en fait. Geoffroy, lui, il est moins carré. Il est moins carré. Ouais, il est plus rond. Non, mais c'est vraiment intéressant de voir la rigueur scientifique de ne pas savoir qui a réalisé la poterie et qui l'utilise. Et après, de pouvoir amener l'hypothèse pour au moins alimenter la conversation. Et la conversation continue parce que je sais qu'il y a un micro qui est arrivé tout en haut. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette conférence. Moi, j'avais une question sur... donc, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que l'archéologie est une science intrinsèquement destructive. Sur le site, oui. Sur le site, oui. Et ensuite, vous avez parlé des techniques de conservation. Moi, j'ai connaissance de nouvelles techniques de conservation, notamment de numérisation de certains sites archéologiques. Je voulais savoir si, dans le cadre de vos recherches, vous appliquiez, du coup, ces nouvelles méthodologies. C'est super pertinent parce qu'effectivement, il est possible de conserver l'intégralité d'un site d'une autre manière, par la photo numéro 1 et puis après par toutes les méthodes. Alors, ça se passe ça ? Oui, ça c'est très intéressant. Mais on n'a pas encore appliqué cela au niveau de la numérisation des sites archéologiques. Mais en fait, on a utilisé déjà la géomatique, on a utilisé le LIDAR. Le LIDAR, il faut rappeler ce que c'est, parce que vous parlez d'un archéologue de LIDAR, et là, c'est une restar. Le LIDAR, c'est le truc des archéologues du moment. Non, mais c'est le truc qui permet de voir quand même à travers la forêt. Effectivement. C'est une technologie qui permet de modéliser, de représenter, par exemple, l'environnement, le territoire. Ouais. C'est un peu ça. Et les archéologues l'utilisent, par exemple, pour la prospection. Parce que, en fait, grâce au LIDAR, on peut voir en dessous des arbres. Donc, c'est ce que je voulais dire. On l'a utilisé, par exemple, sur le site de Nachtigal. On a pris des cartes LIDAR et qu'on a analysées. Et effectivement, quand on a fini d'analyser les cartes LIDAR, on n'était pas sur le terrain, on était en laboratoire. Et en fait, on a vu des imperfections au sol. On était sûr qu'en fait, ce sont des structures monumentales. Mais quand on est arrivé sur le terrain, qu'est-ce que nous avons vu ? C'était des milliers de termitières.
Donc, on a déjà essayé avec le LIDAR en Afrique centrale, dans le cadre de ce projet, mais malheureusement, pour la numérisation des sites, ça, on ne l'a pas encore testé. Et ça rejoint toujours le problème que je posais, le problème des ressources humaines. Qui le fait? Quel est le spécialiste qu'on contacte pour le faire? Il y en a combien qui peuvent faire ce genre de boulot? Ça rejoint toujours le problème de ressources humaines. Mais c'est très important, ça. Donc, ce qui fait qu'en fait, comme la fouille, l'archéologie, la fouille est une destruction, il y a les méthodes d'enregistrement. Oui. Ça peut être la numérisation, ça peut être le relevé. Le relevé existe toujours. Le dessin, ça peut être les photos. Donc, on utilise ce type de technique d'enregistrement. Et puis même la conservation des sédiments, de toutes les choses, de toutes les traces. Et ça, c'est très important, ce qu'on pouvait jeter par le passé. Alors, si quand même la numérisation, on a commencé à l'utiliser dans notre fouille préhistorique, puisque maintenant, avec une tablette, mais vous le savez sans doute mieux que moi, avec une tablette Mac, on peut faire un 3D de n'importe quel objet. Ah bon? Donc, ah oui, vous êtes là. Super, et donc, ça. on a commencé par scanner toute la grotte. Donc, on a un modèle 3D de la grotte qu'on peut visiter. On se transforme en mouche et on vole dans la grotte. Et maintenant, on scanne l'état des fouilles, les niveaux de fouilles. Ah oui, donc la documentation c'est vrai que, s'enrichit. Oui, ça s'enrichit, c'est absolument formidable et ça évolue très vite. Donc oui, il y a tout un secteur qui s'ouvre et qui change pour l'enregistrement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas, il nous reste un petit peu de temps. Je regarde vite fait, oui, là, tenez, juste à côté de vous. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour tous vos éléments qui étaient très intéressants. On a parlé de la relation avec les autorités publiques. Quelle est parce qu'on sait que c'est très important, quel est l'état du dialogue science-politique dans les pays et de ce que vous faites? Et comment vous arrivez à ce que les autorités, à la fin, portent elles-mêmes ce que vous arrivez à trouver dans l'histoire et dans les programmes éducatifs, etc. Déjà, je veux dire, moi je vais parler du cas du Cameroun. Hein. Donc, il y a quelque chose de bien qui a été fait, c'est qu'il y a une loi sur la protection du patrimoine culturel qui a été votée en 2013. Et dans cette loi-là, il y a des dispositions spécifiques qui demandent d'intégrer l'archéologie dans tous les travaux d'aménagement du territoire. Donc déjà au niveau politique, l'État joue un rôle important. L'État a légiféré, il y a une loi, donc c'est très important. Mais maintenant, la suite, c'est au niveau de la valorisation. Par exemple, le ministère de la Culture au Cameroun a un service archéologique qui ne fonctionne presque pas. Ce qui fait que la majorité du temps, tous les vestiges qui ont été récupérés lors des sites archéologiques, lors des fouilles des sites archéologiques, sont parqués dans des réserves, ne sont pas valorisés. Donc, ça, c'est encore un travail à faire. Il y a déjà la loi, mais maintenant, au niveau de la valorisation, pour que les politiques soient intéressés et portent cela, ça, c'est une autre paire de manches. Et vous savez, c'est politique, quoi. C'est-à-dire qu'un ministre qui vient au niveau du ministère de la Culture, il est plus politique que technicien. Donc, en fait, c'est un travail qu'il faut faire, en fait. Mais je pense que déjà, avec la loi qui a été adoptée, les politiciens commencent à penser que c'est important. Je pense, c'est ce que je peux vous dire. Des ministres de la Culture plus politiques Ah ouais, vous aussi, ouais. C'est ça. Peut-être que c'est difficile de faire, dans tous les pays du monde, c'est difficile de faire bouger les politiques. Hein. Ouais. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Pascal, mais peut-être que la solution, c'est de continuer à s'adresser à la société, et c'est la société qui produit les politiques et qui mettra la pression sur les politiques. Tant que ça reste un scientifique... on est souvent perçu comme des gens perchés ou lointains. On n'y arrivera pas. Par contre, s'il y a une pression qui vient de la société, peut-être que ce sera plus facile pour ces hommes politiques de prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je ne dis pas non. Là, j'ai omis quelque chose. Quand il a parlé de l'éducation, peut-être aussi c'est le rôle de nous, archéologues, par exemple, africains, camerounais,
c'est de vulgariser au niveau du primaire et du secondaire. C'est-à-dire que chercher à intégrer l'archéologie au niveau du primaire et du secondaire, quoi. Pour que les gens soient, je ne sais pas comment on dit ça en français, ah ouais, ça signifie quoi? Sensible. Soient sensibles à ça. C'est un peu ça. Moi, je pense qu'il faudrait commencer à la base. C'est-à-dire que école primaire, secondaire, chercher à incruster les données archéologiques dans tous ces niveaux-là, pour que quand ils arrivent au supérieur, ils ont déjà connaissance de certaines choses. C'est construire une pyramide finalement. Oui, effectivement. C'est ça, Commencer par la base. on retrouve nos pyramides, donc elles sont bien là. Merci vivement. Merci vivement à tous les deux, merci vivement à vous toutes et à vous tous d'assister à ces dialogues du Quai Branly. Vous savez, les dialogues continuent. Le 11 décembre, Julie Gacon poursuit son regard sur le monde d'aujourd'hui, mais du côté des États du Pacifique. Et nous nous retrouvons le 18 décembre, et toujours dans une forêt tropicale, mais cette fois-ci, elle sera du côté de l'Asie. Donc, vous voyez, on aura fait Amazonie, Afrique, Asie. Et merci vraiment à tous les deux, Pascal et Geoffroy, parce que vraiment, moi, je pense qu'on vit des moments exceptionnels quand on vous écoute. Nous sommes les seuls en France et peut-être dans le monde à ce moment-là d'avoir pendant 1h30 entendu parler de cette histoire-là qui est absolument passionnante, et ça, c'est vous qui l'apportez. Donc vraiment, merci beaucoup à vous. Akiba. Merci aussi. Et Mbotenayo. Bon, et à bientôt pour les prochains dialogues du Quai Branly. N'hésitez pas à venir. On a fait tropical parce que comme il fait un peu froid en ce moment. Venez, on est bien au chaud ici.